Donc, je suis vraiment ravie de vous trouver ici. Donc, certaines d'entre vous, je vous connais, certaines, je ne vous connais pas, mais dans tous les cas, l'objectif et les points communs qu'on a apparemment, c'est vraiment la passion de la santé au naturel et la connaissance des plantes. Moi, je crois vraiment que l'avenir est dans, de toute façon, ces connaissances-là et qu'elles sont bénéfiques pour nous, pour notre vie quotidienne, pour se rapprocher de la nature aussi. Il y a beaucoup cette optique-là, se rapprocher de la vie, de la nature, des lois de la nature qui sont simples, qui sont bénéfiques pour nous, qui sont source de vie, source d'harmonie. Et je crois aussi que quand on a des maladies, quand on a des maux au niveau du corps, ça signifie, c'est un signal d'alarme. Ça signifie que quelque chose n'est pas parfaitement en accord avec ce qu'on doit vivre. Et donc, le corps nous envoie des signaux pour nous prévenir qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, soit des surcharges, soit des faiblesses dues à l'hérédité, soit notre mode de vie, soit du coup, donc ça comprend l'alimentation, mais aussi la façon de se nourrir, la façon de dormir et la façon de gérer ses émotions. Et je pense que le corps est notre allié à la base et que tout ce qu'il fait, lui, c'est d'essayer de revenir dans un constant équilibre et que s'il n'y arrive plus tout seul, il nous envoie des messages pour nous dire ce qu'on doit modifier pour son plus grand bien et pour notre plus grand bien, en fait. D'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue plus spirituel, parce que je pense qu'il peut aussi nous guider par rapport à les émotions qu'on vit, génèrent des petites tensions, par exemple. Et du coup, le corps nous envoie le message et après, libre à nous de en prendre compte et de l'aider. Je ne sais pas si vous voyez bien là, si le zoom est assez important pour voir le PDF. Vous pouvez me dire si c'est bon ou pas. Oui, ouais, c'est bon. Je vais peut-être mettre ça en plus. Cueillez 20%. Donc, en introduction dans ce PDF que je vous ai offert, je vous ai parlé de la méthode pour tout simplement prélever les plantes et les sécher pour les conserver. Donc, je ne sais pas si vous connaissez donc, le procédé de déshydratation ou si vous l'utilisez vous-même pour les tisanes et ou pour l'alimentation, puisque notamment l'alimentation vivante, l'alimentation végétale et crue s'inspire beaucoup du procédé de déshydratation pour à la fois conserver les aliments et préserver leur qualité nutritionnelle pour les consommer différemment. Et du coup, là, ce que je vous proposais, donc, c'était une méthode pour les sécher vous-même. Donc, à chaque plante qu'on va voir après, je vous ai mis à côté quand est-ce qu'il fallait les prélever par rapport à la saison, par rapport à la floraison notamment, pour avoir le maximum de principes actifs par rapport aux indications qu'on souhaite. Donc, on cueille les jeunes pousses de l'année souvent, on les rince à l'eau claire et ensuite on les dispose sur une surface. Donc, l'idée, c'est qu'elles ne soient pas superposées, qu'elles soient assez éparpillées pour être un petit peu aérées. C'est pas qu'elles soient en plein soleil, parce que le soleil, même à travers la vitre, va avoir tendance à sécher trop rapidement et à faire évaporer certains principes actifs, à les détruire. Donc, sur une surface bien ventilée, plutôt sèche, plutôt chaude, mais pas non plus en plein soleil. Et puis, au bout de 2 à 3 jours, vous aurez une matière végétale qui va être sèche. Vous allez voir qu'elle va avoir l'aspect des feuilles qu'on achète en vrac pour les tisanes, mais elle va être bien verte. Donc, elle va comprendre encore tous les principes actifs. Ça, c'est très important. Quand elle commence à être marron, c'est que si elle est passée de vert à marron, c'est qu'il y a une destruction de certains principes actifs. C'est aussi un facteur de qualité. Quand vous achetez des plantes en herboristerie, c'est est-ce qu'elles sont
entière ou en poudre. Donc, il vaut mieux qu'elle soit entière parce que c'est vraiment gage de qualité. Il vaut mieux qu'elle soit vraiment bien formée dans le petit sachet et il ne faut pas qu'elle soit décolorée. Une plante, une fois qu'elle est séchée, déshydratée comme ça, elle va se conserver à peu près 1 an si vous la conservez dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et dans une poche du coup hermétique. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des petits insectes qui rentrent et qui se régalent, quoi. Donc la méthode ensuite pour infuser, c'est de choisir une jusqu'à 5 espèces de plantes. Et donc ça, c'est tout le travail d'un herboriste qualifié. C'est de associer les plantes pour qu'elles aient une action synergique pour la personne. Donc les plantes entre elles s'associent et elles vont avoir une activité complémentaire. Mais une action synergique, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ça ne va pas être juste complémentaire, c'est qu'elles vont s'entraider les plantes et elles vont décupler leur efficacité des unes et des autres. Donc on choisit 1 à 5 espèces de plantes selon ce qu'on veut améliorer au niveau de la santé. Et on va utiliser 20 grammes de chaque par tasse, à peu près. Donc en fait, là, ce qu'on propose, c'est de faire un mélange de plantes de 100 grammes. Donc s'il y a 5 plantes, on met 20 grammes de chaque et ça forme 100 grammes. S'il y a 4 plantes, on met 25 grammes de chaque et ça forme 100 grammes. Et après, on met 1 à 2 cuillères à soupe par tasse et on boit jusqu'à 3 à 4 tasses par jour. Et les tasses, ça va être en fonction des actions qu'on veut que la tisane elle fasse. Par exemple, si on veut que la tisane elle soit qu'elle favorise l'appétit, on va plutôt la prendre avant le repas. Si on veut qu'elle soit digestive, on va plutôt la prendre après le repas. Si on veut qu'elle soit nettoyante, diurétique, on va la prendre entre les repas. Donc la posologie, c'est en fonction de ce qu'on veut faire et de ce qu'elle est capable de faire. Donc tout ce qui va être renforcement des petits vaisseaux, de la circulation, le drainage, renforcement de l'énergie, etc., on va conseiller de prendre une tasse vers 11 h le matin, une tasse 2 à 3 heures après le repas du midi, puis juste 1 heure avant de manger le soir, puis au coucher, ça va dépendre des personnes. Si on a tendance à se lever facilement et aller aux toilettes la nuit, c'est peut-être pas très intelligent de boire une tasse juste avant le coucher, mais ça peut être intéressant pour le nettoyage malgré tout, puisque le foie, il agit principalement la nuit. Donc c'est à vous de voir en fonction de à la fois associer qualité de vie que vous souhaitez avoir et efficacité, quoi. Ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer 1 litre d'infusion le matin et la boire tout au long de la journée. Ça, c'est pas du tout gênant. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est choisir des espèces de plantes qui vont avoir une efficacité thérapeutique par rapport à ce qu'on souhaite pour nous. Sachant qu'on n'a pas le droit de dire qu'il y a une efficacité thérapeutique par rapport aux plantes si on n'est pas qualifié. Donc, si on n'est pas médecin, en gros, on n'a pas le droit de le dire. Bon, on va dire, si on veut une efficacité particulière par rapport aux plantes, on va prendre les plantes qu'on souhaite et on va en prendre une dernière qui va ajouter un bon goût. C'est possible aussi. Donc ça peut être des fruits secs, ça peut être des baies, ça peut être de la menthe par exemple. On peut aussi varier plaisir et efficacité, quoi. Donc justement les menthes, alors il y en a beaucoup de variétés. On connaît beaucoup la menthe poivrée, notamment en huile essentielle, mais on a aussi les menthes du jardin qu'on utilise dans les boissons l'été. Donc on va les récolter de août à septembre. Bon là, cette année, vu le soleil qu'on a, je pense qu'on peut probablement considérer qu'on peut la récolter un petit peu avant. Et donc elle va être très bonne pour plusieurs choses, à la fois pour tout ce qui est digestion difficile. Alors,
Dans la formation que je propose, on parle bien sûr du système digestif et de l'alimentation. Il y a énormément de soucis possibles dans le système digestif. Ça peut aller des aigreurs qu'on ressent, ça peut aller de reflux acide, et ça peut aller après dans les ballonnements, plutôt les intestins, vous voyez. Il y en a un qui concerne plus l'estomac, et l'autre qui concerne plus la digestion intestinale. Pas du tout la même chose. Là, la menthe, elle va agir surtout sur ce qui est intestinal. Donc, digestion difficile. Il y a aussi pour les digestions difficiles, tout ce qui est graines dites chaudes, donc les graines de cumin, de coriandre, les graines de carvi, et aussi le basilic et les menthes. Donc tout ça, ça va favoriser donc, une bonne digestion au niveau intestinal. Donc on peut dire raisonnablement que ça va éviter tout ce qui est spasmes intestinaux, tout ce qui est douleur, mais aussi diarrhée et constipation. Alors, c'est deux choses différentes, la diarrhée et la constipation, qui ne signifient pas la même chose au niveau du dérèglement de la flore intestinale, mais malgré tout, ça symbolise un dérèglement de la flore intestinale. Donc, ce qui est intéressant de voir par rapport à ça, c'est à la fois donc, en quoi l'organisme doit libérer des choses de façon pour les diarrhées aussi rapides. Donc, est-ce qu'il y a un virus? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou alors, qu'est-ce qu'on a mangé qu'on ne supporte pas? Ou en quoi la flore intestinale peut être déréglée. Il y a quelqu'un qui fait des flèches sur mon écran. Bonjour aux nouvelles arrivées, hein, en fait. Donc, nous commençons à parler du PDF, les tisanes de nos jardins. Donc là, la menthe, c'est une excellente tonique générale. Donc, ce qui est très intéressant, notamment en huile essentielle avec la menthe, c'est qu'elle va être à la fois antalgique et tonique. Donc notamment, je ne sais pas si vous l'utilisez comme ça, la menthe poivrée, on peut l'utiliser sur les tempes. On met juste une goutte sur les tempes et un tout petit peu sur le front, vraiment juste une goutte, hein, parce que on se dit toujours que les plantes ne sont pas très actives, mais là, vous allez voir, c'est très très puissant. C'est une action antalgique où immédiatement ça va faire très très chaud ou très très froid selon les personnes, et ça va enlever toutes sortes de migraines, qu'elles soient d'origine ophtalmique, qu'elles soient des migraines dues à d'autres choses, des migraines chroniques, des migraines lourdes. C'est assez incroyable. Et donc justement, insomnie, migraine, vertige, elle va avoir même en tisane des vertus sur tout ça. Donc la menthe, très intéressante dans la tisane pour le goût, parce que c'est toujours très agréable, on pense au thé vert à la menthe, et bien entendu une tisane, ça aura le goût de thé vert à la menthe très facilement, associé à n'importe quelle plante, et on va avoir des vertus très intéressantes, et ça fait partie des plantes en tisane, en tout cas, sans trop de contre-indications. Donc n'hésitez pas à l'employer. Je vous ai dit donc en introduction que j'allais vous parler des fiches de chaque plante, la fiche herboriste. Donc comme ça, vous aurez vraiment des infos très complètes. Donc, je vais vous parler de la menthe poivrée, parce que c'est celle qui est la plus utilisée en herboristerie et en aromathérapie. C'est une plante vivace, vigoureuse, produisant de nombreux stolons traçants aériens ou souterrains. J'avais envie de vous dire quelque chose par rapport à ça. Là, on a parlé de toutes les plantes du jardin. Les plantes du jardin, certaines sont considérées assez facilement comme des mauvaises herbes, comme le pissenlit par exemple, ou les orties. Pour moi, les mauvaises herbes, en fait, c'est celles
s'adapter le mieux à tous les terrains, à toutes les conditions. Donc finalement, c'est les plus fortes. Et donc, c'est les plus fortes aussi dans leur force de vie, finalement. Et donc, c'est pas pour rien qu'on va les retrouver dans beaucoup de thérapies communes, enfin, des thérapies qui sont multiples et des thérapies sur plein de sujets différents, parce qu'elles sont extrêmement riches et vont vraiment aider le corps à se renforcer naturellement. Donc là, la menthe, tout ce qu'on a dans le jardin s'aperçoit vite qu'elle fait sa place et qu'elle s'étend très rapidement. Donc, aspect de la plante sèche. Feuilles entières ou fragmentées d'un vert brunâtre, bon, plus c'est vert, mieux c'est quand même, hein. Froissée, mince et cassante, des poils sécréteurs sont visibles à la loupe, sous forme de points jaunâtres brillants. Ça fait partie des herbes dites aromatiques, puisqu'il y a une huile essentielle à l'intérieur. Récolte de août à septembre. Principe actif majeur, donc essence 1,5%. Donc l'essence, c'est l'huile essentielle. Il y a des matières résineuses à l'intérieur, des matières pectiques, des tanins, des flavonoïdes, des phénols et des triterpènes. Donc flavonoïdes et phénols, c'est beaucoup dans tout ce qui est circulatoire que ça va être intéressant pour renforcer la qualité des capillaires. Et les tanins, très intéressant, ce qu'on a vu là, la constipation notamment, tout ce qui est aussi hémorroïdes, parce que ça va être astringent au niveau de la muqueuse du côlon. Et du coup, ça va éviter qu'elle s'abîme par à la fois la constipation qui peut être très irritante et à la fois donc, tout ce qui est problème microvasculaire au niveau du côlon. Alors, les propriétés essentielles de la menthe, donc stomachique, digestion difficile et ballonnement, colite, diarrhée, constipation, aromatique tonique générale et pour certaines affections d'origine nerveuse, insomnie, migraine et vertige. En aromathérapie, donc l'huile essentielle de menthe poivrée, elle est anti-infectieuse, bactéricide, viricide, fongicide, vermicide, tonique, stimulante, cardiotonique, hypertensive, hormone-like. Donc il faut faire attention, elle fait partie des huiles essentielles contre-indiquées quand on a un cancer hormonodépendant ou après, en grosse quantité. Enfin, en grosse quantité à partir de plus de 4 gouttes par jour, on peut dire que c'est une grosse quantité en huile essentielle parce que c'est vraiment un concentré. Donc, on la déconseille pour tout ce qui est problème, maladie hormonodépendante. Donc, elle est antispasmodique, rafraîchissante et anesthésiante sur la peau. C'est un remède d'insuffisance hépato-pancréatique, d'aérophagie, d'hépatite virale, de cystite, de prostatite, de colique néphrétique, de zona, de rhinite, de sinusite. Donc là, on est bien d'accord que toutes les indications que je vous donne, c'est absolument pas pour s'auto-soigner, c'est vraiment juste pour avoir plus de connaissances sur ces plantes et petit à petit s'intéresser à elles, se les approprier et puis les utiliser au quotidien, mais en connaissance de cause. Parce que justement, les plantes, c'est pas anodin. Je vais commencer à couper les micros parce qu'on commence à être un peu plus nombreuses. Voilà. Du coup, je vois pas les commentaires en même temps. Je regarde si je peux le faire. Ouais. Comme ça, je vois vos commentaires en même temps. Donc, nous avons aussi dans nos jardins possibilité d'avoir du lierre grimpant. Donc, on peut l'utiliser en usage interne, donc en tisane à boire. Ça va être un stimulant et régulateur du cycle menstruel et il va permettre la détente du système nerveux. Et en usage externe, répulsif et vulnéraire, coricide, anti-inflammatoire, cicatrisant sur brûlure, même avec des feuilles fraîches. Alors ces plantes-là, qu'on peut utiliser comme ça sur la peau,
On a aussi la feuille de plantain, par exemple, qui est comme ça. C'est des plantes qui sont généralement riches en mucilage. Et du coup, on va pouvoir... il y en a qui diraient mâcher, mais on peut mâcher, hein, mais froisser un petit peu la feuille pour extraire les matières qui y a à l'intérieur et l'appliquer directement sur la peau. Et donc, elles vont avoir des vertus apaisantes, cicatrisantes et souvent un petit peu antibactériennes. Donc, ça va éviter aussi les infections. Ça, on n'a pas encore trop le réflexe de le faire. Quand on se fait piquer, hop, on va prendre une plante dans le jardin et on l'applique directement sur la peau. C'est pas encore très répandu, mais pourtant, c'est quelque chose qu'on peut faire. Le lierre grimpant, on peut l'utiliser aussi pour ceux qui font leurs produits eux-mêmes dans la lessive. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette recette-là. Faire une lessive avec du lierre grimpant. Et apparemment, elle n'est pas encore assez élevée. Je prévois bientôt de le faire. Ça nettoie très très bien. Donc le lierre grimpant fait partie de la famille des Araliacées. Plante grimpante le long des arbres et des murs où elle s'accroche au moyen de crampons. Cette plante n'est cependant pas un parasite, contrairement à ce que l'on croit. Ses feuilles sont persistantes, alternes, simples, coriaces, luisantes, vert foncé, longs pétioles, odorantes. L'aspect de la plante sèche. La drogue, on appelle ça la drogue, les plantes en herboristerie. Donc, la drogue est constituée par les feuilles composées de 3 à 5 lobes plus ou moins triangulaires lorsqu'elles proviennent de rameaux stériles, à limbe entier, ovale et acuminé lorsqu'il s'agit de rameaux fertiles. Donc, blablabla. Odeur faible rappelant le moisi. Saveur insipide, mucilagineuse, légèrement amère et râpeuse. Donc, comme je vous ai dit, c'est parce que ça contient des mucilages qui ont des vertus adoucissantes. Souvent, les mucilages ils sont aussi utilisés pour adoucir les intestins. Je pense par exemple aux graines de chia ou aux graines de lin, qui sont des graines mucilage, il y a une tigelle qui se forme autour d'elles. Et en fait, quand elle les ingère, ça va venir adoucir et enlever un petit peu tout ce qui peut irriter les intestins. Alors le problème, c'est que si on en ingère trop d'un coup, ça forme tellement un gel autour des aliments que ça en limite l'absorption. Donc il faut faire attention quand on fait des cures de n'importe quelle chose que ce soit de toute façon. Alors j'ai une question de Odile. Faut-il mettre la plante dans l'eau froide ou chaude? Comment se fait une tisane? Est-ce que la menthe non poivrée peut aussi faire usage, mais elle peut avoir moins de vertus? Alors, oui, je ne vous ai pas dit comment on fait une tisane. Donc, il peut y avoir deux modes de prélèvement finalement des matières aromatiques de la plante en tisane. Soit on fait en infusion. Donc l'infusion, ça veut dire que on va mettre les plantes dans l'eau bouillante qu'on va porter à ébullition 5 minutes et qu'on va laisser infuser 7 à 10 minutes. Une fois que c'est infusé, on filtre et on boit la tisane toute la journée. Ça, c'est, on va dire, le protocole commun à beaucoup de choses. En fait, c'est le protocole qui va être utilisé pour tout ce qui est matière végétale fragile. Donc, quand votre plante sèche, c'est des pétales de fleurs. Quand c'est des feuilles végétales, c'est ce qui va permettre de prélever le plus efficacement sans enlever les principes actifs, sans les abîmer. Après, pour les plantes les plus coriaces, donc par exemple les écorces, les graines, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, tout ce qui est un peu résineux, par exemple, les tiges. Ouais, je pense à ça particulièrement. Là, on va plutôt utiliser la décoction, c'est-à-dire qu'on va mettre le mélange de plantes dans l'eau froide, on va porter à ébullition, on va laisser reposer, infuser après l'ébullition une dizaine de minutes, et ensuite on va filtrer et boire tout au long de la journée.
Alors, la menthe non poivrée est aussi très puissante hein, au niveau thérapeutique, il n'y a pas de problème. C'est juste que la menthe poivrée, souvent, notamment en huile essentielle, c'est la plus utilisée. Mais la menthe douce ou la menthe des champs, il y en a plein de différentes. Elles ont toutes des vertus, dans tous les cas, sur le système digestif, par exemple. Donc, et tonifiante, donc il n'y a pas de problème. Vous conseillez avec des feuilles sèches ou fraîches? Alors, bien évidemment, plus on prend la plante tout juste fraîchement cueillie du jardin, plus elle va avoir des propriétés. Donc, si on peut faire sa tisane avec des plantes fraîches, il n'y a aucun problème. Le protocole des séchages, ça va simplement permettre de la conserver beaucoup plus longtemps. Faut-il mettre un couvercle? Oui, on peut mettre un couvercle, notamment pour la décoction, pour tout ce qui est coriace, qui est dur. On peut mettre un couvercle pour porter à l'ébullition ou pas. Le principal, c'est vraiment de respecter que ça parte du froid, qu'on hausse la température jusqu'à l'ébullition, on laisse à l'ébullition 5 à 7 minutes et ensuite on infuse 10 minutes pour ce qui est coriace. Donc on en était aux lierres. Alors on peut utiliser la plante entière, mais surtout les feuilles. Il y a des traces d'essence à l'intérieur, donc ça fait partie aussi des plantes aromatiques. Et les propriétés principales, c'est antispasmodique, calmant du système nerveux sympathique. Indication: excitation nerveuse, dépression, angoisse, agitation nocturne, insomnie, palpitation nerveuse, vertige. Oui, utilisation: infusion concentrée, une cuillère à soupe de fleurs sèches dans une tasse d'eau bouillante, 3 à 4 fois par jour. Alors, il y a aussi des plantes qui sont utilisées sous d'autres formes, hein, sous forme de gouttes. Donc là, c'est un autre procédé d'extraction qui va utiliser souvent l'alcool. Donc, c'est pas forcément conseillé pour les enfants. Est-ce que c'est bon pour vous pour le lierre grimpant? Alors, c'est parti pour la mélisse. Alors, la mélisse, je ne sais pas si vous en avez dans votre jardin, mais c'est tout à fait ressemblant avec la menthe, sauf que c'est pas du tout le même parfum. Là, ça sent la citronnelle, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, nous, la citronnelle, mais c'est pas la même citronnelle que les Asiatiques utilisent dans la cuisine. Donc, c'est un peu une appellation erronée. Donc, son vrai nom, c'est la mélisse, utilisée depuis des années comme aide à la digestion. Je ne sais pas si vous connaissez la petite fiole là, de mélisse qu'on prenait, qui était alcoolisée pour digérer. Donc là, c'est aussi une plante plutôt invasive, mais qui va être très utile au jardin. Alors, une petite astuce aussi, toutes les plantes aromatiques comme la menthe, la mélisse, quand vous la mettez à côté de plantes fragiles dans le potager, genre les haricots verts, les salades, pour éviter qu'ils se fassent manger par les limaces, c'est très très efficace. Parce que les limaces, elles ne vont pas aller trop sur les plantes aromatiques. Ou alors couper les feuilles et en mettre tout autour de vos jeunes plants, ça évitera qu'ils se fassent manger trop vite. Donc la mélisse, elle se récolte de juin à juillet avant la floraison. Alors oui, je voulais vous dire ça aussi. La floraison, souvent, que ce soit pour les orties, la mélisse, n'importe quoi, en fait, elle va modifier complètement la composition de la plante. Elle va modifier sa qualité, sa composition d'essence aromatique. Du coup, il faut vraiment choisir les jeunes pousses de l'année avant la floraison et les faire sécher pour avoir ces propriétés-là. Sinon, après, déjà, ça n'a plus du tout le même goût
Et ça n'a plus du tout les mêmes propriétés non plus. Pour la simple raison qu'avant la floraison, la plante, elle va plutôt se défendre des indésirables. Donc elle va envoyer des signaux, des essences aromatiques qui vont repousser les insectes. Et après, une fois la floraison, elle va plutôt chercher à les attirer. Donc elle change complètement. Donc les propriétés de la mélisse, c'est l'hyperacidité, les coliques, les ballonnements. Donc l'acidité, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est vraiment une des causes principales de maladies aujourd'hui, puisque on a une hygiène de vie acidifiante complètement, que ce soit la qualité des aliments qu'on mange, la nature des aliments qu'on mange, notre stress de vie, la gestion de nos émotions. Tout ça a tendance à générer un organisme acide. Les carences aussi qu'on a en vitamines et en minéraux. Et du coup, cette hyperacidité provoque toutes les maladies d'origine inflammatoire. Donc, toutes les maladies d'origine inflammatoire, vous pouvez vous dire qu'il y a forcément de bonnes chances que l'organisme soit acide, quelque part, à la base. Donc, c'est intéressant aussi à savoir pour le modifier. Donc, propriété hyperacidité, colique, ballonnement. Donc là, j'ai aussi sur la sphère digestive, vous allez voir que c'est assez proche finalement de la menthe pour ça. Je veux bien que la personne qui a mis les flèches les enlève, puisque moi je ne peux pas le faire. Donc la mélisse, elle a aussi des propriétés apaisantes pour le système nerveux. Elle calme et favorise le sommeil pour les adultes et les enfants. Elle agit sur l'anxiété, l'irritabilité, les palpitations d'origine nerveuse, le dérèglement thyroïdien, qui a tendance à être excité. Et donc, du coup, elle va vraiment avoir des vertus calmantes en tout point. Donc, en infusion, on peut utiliser 15 g de feuilles fraîches ou sèches. Et, comme on disait tout à l'heure, seul ou en mélange. Pour un litre d'eau bouillante, du coup, le goût est assez agréable, c'est assez citronné. On infuse 10 minutes, on filtre et on boit une tasse après le repas et ou avant le coucher, selon l'action souhaitée. Ce qui est intéressant en tisane, c'est de faire des cures de minimum 3 semaines sur un type ou un mélange particulier pour avoir les effets désirés en profondeur. Et ce que j'aime bien avec les tisanes, contrairement aux huiles essentielles, c'est qu'il y a beaucoup moins de risques d'effets secondaires. Enfin, il n'y a quasiment pas de possibilité d'effets secondaires, à part certaines plantes particulières comme le millepertuis, le cyprès, qui peuvent vraiment faire attention. Mais là, les plantes que je vous ai présentées, en tisane, ça risque rien. Par contre, les formes les plus concentrées, comme les huiles essentielles ou bien les gélules, qui sont des concentrés en nutrithérapie, là, il faut vraiment faire attention aux contre-indications possibles. Donc la ronce, on récolte de juillet en août les feuilles, donc avant la formation des baies. Vous voyez, c'est toujours la même logique, avant les fleurs et les baies. Donc elle a des propriétés, la ronce, c'est vraiment riche en tanins, comme on avait tout à l'heure le lierre. La ronce, c'est encore plus. Donc des propriétés astringentes. Donc vous imaginez, astringent, ça resserre, ça renforce en fait la qualité du tube digestif, notamment jusqu'au côlon. Donc ça va vraiment favoriser les personnes qui ont tendance à faire des constipations, des coliques, des crises d'hémorroïdes, quoi, même des formations de choses indésirables du côlon. Ça va permettre de renforcer la structure de celui-ci. Ça va agir aussi contre les aftes et les gencives inflammées, les maux de gorge, les hémorroïdes diarrhées, on y revient. Les dyspepsies, c'est toutes les éruptions qui peuvent intervenir après avoir ingéré quelque chose. Donc, c'est les rots, les petits problèmes digestifs comme ça qui sont dès l'estomac. Les petits renvois, les petites remontées acides, etc. Le diabète et l'anémie. Donc, comme on disait tout à l'heure, les plantes dites sauvages et plutôt invasives sont riches en principes actifs. Du coup, là, jusque-là, elles sont toutes riches en essences aromatiques d'une part,
mais elles vont être riches aussi en minéraux et en vitamines. Et donc, l'anémie, c'est quand on manque de certains minéraux. Et justement, Virginie pose la question. L'anémie, c'est quand on manque, c'est qu'on n'arrive plus à utiliser les minéraux à bon escient. Donc souvent, on peut manquer de fer, par exemple, mais c'est lié à d'autres choses. Le fait de prendre des tisanes comme ça de feuilles fraîches du jardin, ça va aussi enrichir l'organisme en bons minéraux basiques à la fois pour lutter contre l'acidité qu'on a vu tout à l'heure et à la fois pour lutter contre l'anémie. Il faut vraiment se dire qu'on enrichit son corps en même temps qu'on boit. Et ça peut être intéressant aussi pour les gens qui ont du mal à boire de l'eau. Le fait d'avoir une eau chargée comme ça de principes actifs, c'est très intéressant déjà pour le goût, pour inciter à boire. Et puis, imaginez que notre corps est composé à 80% d'eau. Donc quand on boit une eau comme ça chargée de principes actifs, en fait, on envoie dans toutes les couches de la peau quand on fait en cure de 3 semaines, cette eau riche. Et donc, on contribue à la fois nettoyer l'organisme de tout ce qui peut être encrassement divers et à la fois le recharger en choses essentielles pour favoriser de bonnes réactions métaboliques, des réactions métaboliques complètes. Le problème de carence aujourd'hui, c'est qu'on a des réactions incomplètes, carence en vitamines, carence en minéraux, carence en acides aminés essentiels, en oméga essentiels, c'est qu'on a des réactions incomplètes. C'est facteur d'acidité et c'est aussi facteur de dérèglement, bien évidemment. La cellule ne peut pas faire des réactions complètes, donc elle mute, elle fait avec ce qu'elle a, donc son fonctionnement n'est pas optimal, elle mute, elle génère plus de déchets qu'elle ne devrait, et elle peut aussi finir par mourir. Donc lutte contre l'anémie, c'est très intéressant. Pour ça, mais toutes les plantes que vous allez prendre, ce que je voulais dire en gros, ça va vous enrichir d'une manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant aussi de voir, que j'ai envie de vous partager, c'est que certes, il y a les propriétés qu'on est en train de voir là, mais il y a aussi votre ressenti à vous. Et donc, si vous vous dites « Ah, cette plante-là, il faut absolument que je la prenne par rapport à tout ce que j'ai », mais vous sentez bien qu'elle ne vous fait pas du bien ou ça ne vous plaît pas, bah, ne forcez pas, c'est que ça ne vous convient pas. Il faut aussi vous faire confiance sur le fait que la tisane que vous allez préférer, vu que ça vient directement de la nature, est pour le mieux pour vous. Non, non, les feuilles fraîches, c'est tout aussi bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que une fois qu'on les cueille, il faut les consommer dans les 2 jours, quoi. Sinon, elles ont tendance à se détruire ou à pourrir si elles ne sont pas conservées dans de bonnes conditions. Ou alors, oui, effectivement, on les cueille, on les lave et on les utilise tout de suite. Ça, c'est top. Donc pour la ronce, infusez 15 g de feuilles sèches dans 1 litre d'eau bouillante, laissez infuser 10 minutes, filtrez minutieusement parce qu'il peut y avoir des petits poils irritants et on boit 2 à 3 tasses avant les repas pour les maux de gorge, les diarrhées ou en bain de bouche en gargarisme pour les maux des dents et des gencives. Parce qu'elle a un côté astringent, du coup, vous allez vraiment sentir que ça resserre et ça désinfecte, ça assainit toute la bouche. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que toutes les plantes dites aromatiques, donc qui ont des huiles essentielles à l'intérieur, sont forcément bactéricides, fongicides, virucides, enfin l'un ou l'autre, mais en tout cas, elles ont une action protectrice par rapport aux pathogènes extérieurs. Donc si on trouve la ronce, qu'est-ce qu'on a à dire sur la ronce? Principe actif majeur. Acide gallique, essence riche en géraniol, nérol, citronnellate, substances cireuses et pectiques, matière colorante et tanin. Bon, c'est pour ça que j'ai fait une formation où on comprend ce qu'on dit et on comprend ce qu'on apprend, parce que là, franchement,
quand on fait une formation herboriste pure, eh ben, on comprend rien, c'est complètement indigeste, et du coup, ce n'est pas très intéressant. Une propriété essentielle de la rousse, c'est donc astringente, grâce à ses tanins, tonique, laxative, rafraîchissante, anti-inflammatoire et anti-hypercholestéroléniante. Donc pour l'excès de cholestérol, vous l'aurez compris. Et en usage externe, collyre anti-inflammatoire, gargarisme écolutoire, lotion anti-rides et tonique. Ah bah ça je savais pas sur la rousse. Qu'on pouvait utiliser la rousse comme anti-rides et tonique. Donc du coup, pour faire des lotions soi-même comme ça de soin, il suffit de l'infuser et ensuite de la conserver. Du coup, bah, faut pas la conserver très longtemps parce que au bout d'un moment, ça tourne. Après, on peut la mélanger à des huiles essentielles qui vont l'aider à la conserver, par exemple. Merci Virginie, c'est gentil. Bon, ça, j'ai remarqué que dans mon métier de formateur, c'est vraiment ce qui me caractérise, c'est que je rends accessible et compréhensible des notions qu'on peut dire techniques, scientifiques, pour que chacun se l'approprie. Vraiment, chacun on a des talents, bah ça fait partie des miens. Donc, j'adore faire ça et faire comprendre surtout la santé par les plantes au plus grand nombre. Alors, le noisetier, donc la feuille de noisetier, très intéressante également. On peut la récolter tout l'été pour les feuilles, donc encore une fois, avant la formation des fruits, vous l'aurez compris. Donc c'est un tonique veineux, c'est aussi astringent. Donc ça fait partie des plantes aussi astringentes. Vasoconstricteur. Donc vous voyez, on améliore la qualité des gaines et en même temps, du coup, on favorise la vasoconstriction. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui font des chutes de tension, ceux qui ont tendance à avoir des varices, des petits capillaires fragiles. Et problème de retour veineux, œdème, etc. Tout ça, c'est un problème circulatoire. Donc, bah, d'ailleurs, il y a trouble de la circulation après, œdème des jambes, bah, oui. Donc, le noisetier, il va agir pour vraiment favoriser une bonne qualité de vaisseau et un bon retour veineux, et donc, bien sûr, anti-hémorragique, et notamment pour les hémorroïdes. Donc, il vaut mieux prendre vraiment quand vous les prélevez, les feuilles les plus jeunes, quoi. Plus la feuille est jeune, donc plutôt le bout des branches, plus elle va être riche en tout ce qui lui a donné naissance. Donc, ça va être plus intéressant. Et en plus, ça va être, si on veut manger les plantes, ça va être plus agréable à manger. Je pense au pissenlit, par exemple, bah, c'est mieux les jeunes pousses que les feuilles bien vertes, bien dures, quoi. Donc, le noisetier... N'hésitez pas, hein, nouvelles arrivantes aussi, si vous voulez partager. Merci Virginie, c'est très gentil. Si vous voulez poser des questions, les poser dans le chat. Donc le noisetier, il va contenir donc des tanins catéchiques, 8 à 10%. Donc ça c'est énorme. Des dérivés flavonoïques, donc ça c'est tous les flavonoïdes, c'est ce qui va agir sur la qualité donc, des vaisseaux, de la circulation. On parle beaucoup des flavonoïdes dans le vin, vous savez, dans le raisin. Du coup, on va en trouver aussi dans d'autres plantes, dont la feuille de noisetier. Et donc, dans la noisette, on va trouver de l'huile, des glycérides, d'acides gras non saturés, oléiques, la vitamine B1, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, la feuille a des propriétés physiologiques analogues à la feuille d'Amanellis, et astringente, et tonique veineux. Voilà. Juste en huile végétale, l'huile de noisette pour la cosmétique, c'est très utilisé pour le visage, mais c'est celle qui ressemble le plus au sébum de la peau. Donc c'est une huile végétale, mais qui est non comédogène, qui ne peut pas faire des boutons.
qu'elle ressemble au sébum, donc elle a juste une protection, elle apporte juste une protection supplémentaire. Oui, du coup, le noisetier, on peut les cueillir dès maintenant, les feuilles, bien sûr. Toutes les jeunes pousses, pas de problème. Le plantain. Alors ça fait partie de mes plantes préférées parce que j'ai fait avec le plantain. Vous voyez à quoi ça ressemble, hein. Je suis sûre que vous en avez dans votre pelouse ou quelque part dans les cailloux, ça pousse absolument partout. C'est des feuilles comme ça qui sont assez rondes, comme ça, ou qui peuvent être aussi très fines. C'est pas le même, mais les deux peuvent être utilisés. Assez striées, assez épaisses, assez grasses, et il y a des tiges qui poussent avec des graines soit tout le long, qui sont d'abord vertes et qui deviennent marron par la suite, ou une tige plus haute et les graines sont juste en haut, marron, et qui font des petites fleurs blanches. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Du coup, les graines sont comestibles et sont riches en bons oméga. On peut en mettre dans la salade, qu'elle soit sèche ou verte. J'ai une amie qui se balade dans la forêt et qui mange ça quand on part en balade. Et les feuilles, donc on peut les utiliser comme vraiment sur la peau, comme une action anti-inflammatoire, cicatrisante, parce qu'elle est très très riche en mucilage. Donc, par exemple, on s'est promené une fois avec une autre amie, elle s'est blessée derrière le talon avec ses chaussures. On a cueilli des feuilles de plantain et on lui a mis comme pansement dans sa chaussure. Comme ça, avec le frottement, ça libère les mucilages, ça fait une couche protectrice, cicatrisante, apaisante. Et en plus, elle est antibactérienne et antihistaminique, donc contre les allergies. Donc ça, c'est super intéressant. Vous pouvez donc, ça fait partie des feuilles que vous pouvez froisser dans la nature comme ça pour mettre sur n'importe quelle piqûre, brûlure, irritation. Dès que ça pique, ça gratte, c'est rouge, c'est irrité, vous pouvez mettre le plantain. Et moi, donc j'avais fait l'année dernière suite à. Je suis beaucoup Christophe Bernard du site Altea Provence. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous voulez un descriptif complet de chaque plante, franchement, c'est l'idéal. J'ai fait une macération de plantain, donc selon sa recette. Donc j'ai coupé les petites feuilles, je les ai mises dans de l'huile d'olive que j'avais et je les ai fait macérer pendant 3 semaines en les tournant quotidiennement. J'ai filtré en pressant bien et du coup on obtient une huile riche en principes actifs mucilagineux, notamment du plantain. On peut ajouter de l'huile essentielle de lavande, 2 gouttes à l'intérieur pour dire d'avoir encore plus une action cicatrisante et antiseptique. Lavande fine ou lavande vraie. Et j'ai eu des résultats extraordinaires sur toute ma famille, sur plein de problèmes. Donc, je vous disais tout ce qui pique, qui brûle, qui est irrité. J'ai eu le cas de un beau-frère qui a de l'eczéma sur les jambes, qui lui grattait à sang. Ben, tout de suite, elle lui a apaisé, au moins il ne se grattait plus. Et en plus d'avoir l'action nourrissante réparatrice. Ma belle-mère qui a eu carrément un abcès au niveau de la gencive, qui avait très mal en attendant d'aller chez le dentiste. On lui a mis dessus et ça lui a calmé la douleur. C'est quand même assez incroyable. Ma fille qui s'est frottée à des orties, immédiatement, ça calme les piqûres d'orties, mais aussi les piqûres d'abeilles, de moustiques. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre Enfin, bref, vous aurez compris, tout ce qui irrite, qui pique, qui gratte. Et donc j'en ai offert, à chaque fois que je vais chez quelqu'un, hop, j'offre un petit flacon. Et c'est très sympa. Oui, on peut manger les graines des gerbes de plantain vertes ou marron. Il n'y a pas de faux amis, bah non, il y a soit le lancéolé, soit le plus large, là, comme ça. Alors le site, je vais vous l'écrire. Franchement, c'est top. Altea Provence. Christophe Bernard. Je fais de la pub, hein, mais je pense que c'est vraiment ça aussi. Les métiers du nouveau monde, c'est des métiers où on est tous ensemble, chacun valorise ses compétences, vous serez attiré plus par l'un ou par l'autre en fonction de la personne qui fait cette compétence. En plus, on a des spécificités différentes en fonction de ce qu'on aime.
Et donc, il n'y a pas de souci, il y a du travail pour tout le monde. Et donc, moi, je suis pour valoriser toutes ces connaissances-là au profit finalement d'une terre plus saine, de personnes plus saines. Et c'est pour ça aussi que je forme les gens, en fait, c'est pour toucher un maximum de gens sur la santé au naturel et un petit peu contribuer à changer le monde, hein, pas du tout prétentieux. Mais c'est en tout cas fait avec beaucoup d'enthousiasme, de joie et puis de respect de soi-même et des valeurs. Merci Véronique. C'est ça le nouveau monde, on y va dans le nouveau monde. On vit des transformations actuellement incroyables et pas toujours confortables, je vous l'accorde. Et donc les plantes sont nos amis pour nous aider à s'approprier cette transformation, la vivre dans les meilleures conditions possibles, sortir le meilleur de soi-même, pour le bien de soi, pour le bien des autres, et pour avoir une société de travail notamment sur de nouvelles règles, des règles basées sur le respect, sur le partage, sur l'enthousiasme, sur l'amour, mais on va faire des mots, des autres, et non pas sur je t'écrabouille parce que je vais être le plus fort. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Merci Marion, c'est gentil. Où achètes-tu tes pieds? Les pieds de quoi? De quelle plante? Ah, des plantes aromatiques. Alors, les plantes aromatiques, soit elles poussent toutes seules dans le jardin, et donc il faut essayer de ne pas les virer ou alors les changer d'endroit si ça ne correspond pas à où elles sont. Et sinon, comme c'est des plantes assez costauds quand même, si on va chez quelqu'un et qu'il en a, je trouve que l'idéal c'est de prendre une partie. Comme moi, quand j'ai de la menthe, je demande si je vais quelqu'un s'il veut de la menthe parce que ça pousse partout. Je prends les racines et puis j'échange comme ça. Enfin, j'aime beaucoup cette notion d'échange de jardin. Et sinon, oui, je trouve que le thym, je sais pas, c'est très fragile depuis quelques années. J'arrive pas à les préserver d'année en année, donc je suis obligée d'en racheter. Après, le romarin, lui, il pousse, il prend toute sa place et puis il reste, même chez moi en Normandie, sans problème. Les ronces, le lierre, ça c'est pareil, tout ça. Il faut essayer de se créer un petit écosystème en respectant chaque plante et puis en essayant de les préserver. J'ai mon coin à ortie aussi que je garde précieusement. On va en parler de l'ortie. Parce que si on garde trop, ça finit par fleurir. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en coupe régulièrement. Je fais sécher les feuilles et du coup, c'est toujours des jeunes pousses que j'ai. Ça évite la floraison. Mais c'est comme tout, quand on fait pousser des épinards ou de l'oseille ou même de la ciboulette, le fait d'enlever les fleurs, ça permet de conserver les feuilles dont on a besoin et de repousser la floraison. En fait. Ouais, c'est une chance d'avoir déjà un jardin et d'avoir tout ça dans son jardin, ouais, c'est clair. Et puis après, on peut essayer de se créer sa petite oasis de plantes, quoi. Quand on sait ça, on dit ah ouais, déjà savoir les reconnaître, c'est chouette. Moi, je suis super fière quand ma fille de 3 ans, elle apprend à des voisins qui ont mon âge de faire la différence entre de la menthe et de l'ortie, tu vois, déjà. Et, du coup, elle sait ce qui se mange comme ça et ce qu'on peut pas manger. Et voilà, je trouve que c'est... En tout cas, j'ai envie de lui apprendre à elle aussi tout ça, qu'elle soit riche de savoir-faire, de connaissances, et que après, elle en fasse ce qu'elle veut en fonction de ses propres envies, sa propre envie d'évolution. Donc, le noyer, pareil, feuille de noyer très, très, très astringent. Une des plus astringentes. Il y a la feuille de fraisier aussi qui n'est pas dans ce PDF, mais qui fait partie. Donc, antibactérien au staphylocoque doré et Escherichia coli. Antifongique contre le Candida albicans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de candidose, mais ça peut être responsable que je ne dise pas de bêtises, de cystite par exemple, le candida, ou de mycose, plutôt les mycoses, les deux.
et puis de maladies plus graves quand ça remonte un petit peu trop dans les intestins. C'est antidiarrhéique, ça évite l'inflammation des parois intestinales, justement. Voilà. Donc faut vraiment voir ça comme un protecteur, un restaurateur de toute la paroi intestinale, à la fois au niveau de l'inflammation, si vous avez un intestin poreux, si vous avez le candida, s'il est fragile et que vous chopez tout ce qui passe. C'est très intéressant. Donc là, du coup, comme c'est assez coriace comme feuille, c'est en décoction. 2 minutes. Donc, vous voyez, mettre les feuilles dans de l'eau froide, puis chauffer 2 minutes à partir de l'ébullition, infuser et filtrer. Comment faire quand on a à la fois des plantes coriaces et des plantes tendres? Ben, ça dépend de quelle plante vous préférez recevoir les principes actifs. Si c'est de la plante la plus coriace, ben, il va falloir chauffer davantage. Toujours les mêmes quantités, oui, bah oui. Et puis après, c'est vous qui voyez, qui jaugez aussi en fonction du goût. Si vous voyez que c'est trop costaud, si vous voyez que... Enfin, tout ça, c'est... Enfin, aussi, c'est ma vision des choses. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les protocoles, les choses bien carrées, tout ça. Bah, oui, il y a des protocoles communs à tous, mais après, il y a le savoir-faire, l'expertise de chacun. Moi, je vous conseille d'aller vers les plantes qui vous appellent, les plantes qui vous correspondent le mieux, les plantes que vous préférez, vos chouchous, et de les expérimenter. Et il n'y a que comme ça que vous apprendrez à les faire vôtres et à les connaître. D'ailleurs, Christophe Bernard, il préconise de commencer par 5 plantes, de vraiment faire le tour, de les expérimenter, et ensuite passer à 10, etc., etc., pour vraiment se les approprier, se perfectionner sur ces connaissances-là. Ça passe par soi, en fait, la connaissance aussi de la nature. C'est pas on ingurgite des infos qui viennent des autres et c'est tout. Donc le pissenlit, donc récolte des fleurs encore une fois, des feuilles avant floraison, récolte des racines en automne. Donc les racines de pissenlit, c'est ce qui est le plus fréquemment utilisé en herboristerie. Du coup, ça fait partie des choses un peu coriaces à faire en décoction. Mais on peut aussi les manger. Donc les Asiatiques, ils les mangent sautés à la poêle. Et c'est très très riche. C'est principalement nettoyant, hein, en fait, tout ce qui est pissenlit. Les feuilles, elles vont beaucoup apporter donc, des flavonoïdes, des vitamines, du calcium, des protéines. D'où l'intérêt de les manger jeunes et crus. Parce que les vitamines sont très fragiles, au-delà de 40 degrés, elles meurent. Et les racines, elles vont être très riches en inuline, notamment en fructose et en potassium. L'inuline, on va aussi la retrouver beaucoup dans la chicorée. Et donc, elle va avoir des actions sur déjà la gestion de la glycémie dans le sang, mais aussi tout ce qui est nettoyage. Donc là, on voit migraine hépatique, insuffisance de digestion des lipides, obésité. Hein, elle va vraiment... L'inuline, ça ressemble à insuline, mais c'est vrai qu'il y a un rôle qui est assez lié. Et donc, quand il y a une grosse quantité d'inuline, on va vraiment, faut vous imaginer que ça va nettoyer le sang de tout ce qui est vecteur de cholestérol, vecteur d'hyperglycémie. Vous voyez, donc on va diminuer toutes ces maladies-là, que ce soit donc obésité, diabète, cholestérol. Et ça va être aussi un laxatif doux, un prébiotique. Donc, prébiotique, c'est pour nourrir idéalement la flore intestinale, pour avoir une flore intestinale de meilleure qualité. Diurétique, donc diurétique, c'est tout ce qui est nettoyage au niveau des reins, donc de l'eau, donc tout ce qui est acide. Dépuratif du foie et de la peau. Perte d'appétit, donc plutôt les feuilles. J'ai tellement envie de vous dire plein de choses, mais bon, je ne peux pas tout dire. Déjà, on a fait le tour de beaucoup de messages. Donc oui, j'ai une dame qui m'a envoyé un mail en me disant votre photo du souci, c'est pas du souci, c'est de l'œillet d'Inde, du marron d'Inde, de l'œillet d'Inde. Ben oui, c'est vrai. Donc excusez-moi pour cette photo, mais
ce n'est pas du souci, c'est de l'œillet d'Inde, effectivement. Donc ça ressemble. Le romarin. Un romarin, c'est de partie des plantes chouchou aussi. On récolte toute l'année plutôt fleuri, donc on va utiliser les feuilles plus les fleurs. Le romarin, il faut le voir comme à la fois un nettoyant doux, c'est un des nettoyants les plus doux du corps et notamment du foie. Donc il n'y a pas trop de risque d'effets secondaires dus à une détox au romarin, parce que plus on est intoxiqué, plus on utilise des détoxifiants forts, plus on risque d'avoir des effets secondaires désagréables, des maux de tête, des nausées, de la fatigue. Par contre, si on commence en douceur, ça risque d'être plus sympa. Donc c'est un nettoyant du corps très doux, détoxifiant, notamment du foie, et aussi au niveau du foie, il va être régénérant et stimulant. Donc il va stimuler la réparation du foie et le nettoyer. Et le romarin, il faut le voir aussi comme un booster d'intelligence. Quand on est un petit peu fatigué, on a du mal à se concentrer, qu'on n'est pas très tonifié, qu'on a du mal à apprendre, par exemple, ça va énergiser le corps de façon, et notamment l'esprit, de façon à ce qu'il soit un peu plus capable, un peu plus donc, stimulation de la circulation cérébrale, amélioration de la concentration et de la mémoire. Voilà, c'est ça. Encore astringent, mais doux. Hypertenseur, bon, c'est pas parce qu'on fait l'hypertension qu'il faut se priver totalement de romarin, mais on va pas en boire 2 litres par jour. Vous voyez, c'est toujours une question aussi d'équilibre, quoi. Et c'est un fortifiant, accélérant de la convalescence, notamment au niveau des stress et des maladies chroniques. Donc le souci, le calendula, on va beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est cicatrisant, apaisant. On a beaucoup de crème au calendula, on sait que c'est quelque chose de très doux, très réparateur. On va utiliser plutôt les fleurs sèches, fraîches dans l'alimentation. On peut manger en salade les fleurs de souci et sèches en tisane. Et sinon, on peut fabriquer des huiles avec, pareil en macération, comme on a vu le plantain tout à l'heure, avec les fleurs fraîches à l'intérieur. Et on fait une macération et on va du coup avoir un macérat de calendula qui va être très intéressant pour tout ce qui est coupure, brûlure, rougeur, irritation, érythème fessier. Alors, le thym, ça fait partie des herbes aromatiques très 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 puissantes au niveau antiseptique, très très antiseptique. Donc en l'hiver, les tisanes de thym ou même les inhalations, mettre du thym dans de l'eau chaude et respirer ça, ça va vraiment permettre de dégager, d'être antiseptique, antiviral au niveau de toute la sphère respiratoire. Donc c'est un antitussif, ça va permettre d'apaiser aussi si on a tendance à tousser, et expectorant. Donc infusion, respiration, bain de thym, faites-vous plaisir. C'est un antispasmodique, donc pour tout ce qui est asthme, par exemple, sachant que l'asthme, quand on voit, quand on étudie cette maladie, l'asthme, c'est à la fois, ça peut être quand on est enfant, et dans ce cas-là, ça vient d'un terrain allergique qui a été donné à l'enfant par hérédité, ou quand on l'a plus tard en tant qu'adulte, ça veut dire que c'est plutôt l'environnement extérieur qui nous a conduit à avoir un terrain allergique. Et donc, dans tous les cas, il y a des solutions qui vont passer par refaire une flore intestinale de qualité, du coup, s'alimenter différemment et gestion des émotions et du stress nerveux, très important. Bref, petite parenthèse fermée. Donc, le thym, il est aussi vermifuge, décontractant musculaire et tonique général. Le sureau, je ne vais pas aller dessus plus que ça, puisque vous avez déjà eu la vidéo dessus. Donc justement, je vous ai mis Christophe Bernard d'Altea Provence ici, parce que quand vous inscrivez sur son site, il vous donne 5 recettes à faire, dont un macérat huileux, dont un sirop de sureau, cette fois avec les baies, et à base de miel, pour faire cet hiver. Moi, je l'ai fait et j'en ai mis sur toutes mes salades de fruits frais cet hiver. C'est vraiment excellent.
c'est vraiment du sirop comme on peut en acheter, sauf qu'on l'a fait soi-même. C'est avec des principes actifs en plus de soins, donc que du bonheur. Puis ça lui permet de lui rendre un petit peu tout ce qu'il m'a donné en termes de connaissances. Odile, j'ai du mal à le reconnaître car il y a d'autres plats qui lui ressemblent. En ce moment, j'ai regardé, du coup, j'ai pensé à ça. J'ai regardé, quand je suis allée me promener, il n'y a pas de fleurs blanches en ce moment, à part le sureau. Donc, d'ailleurs, c'est vraiment la fin. Et si chez nous, c'est la fin en Normandie, peut-être que c'est déjà la fin chez vous, plus dans le sud. C'est des arbustes qui font 2 à 3 mètres de haut, qui sont assez touffus, donc avec les feuilles qui sont ici. Et les feuilles, les fleurs, elles sont vraiment plates, comme ça, dirigées vers la lumière. Et ensuite, ça forme des petites baies, d'abord vertes, qui vont grossir et qui vont devenir noires. Un faux ami toxique. Ben, ce qui peut ressembler, c'est l'oranger du Mexique, mais il n'est pas fleuri actuellement. Donc, moi, je vois pas d'autres amis. C'est vraiment un arbuste avec plein de fleurs blanches, beaucoup, beaucoup. Cette année, il y a beaucoup de fleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les rosiers, il y a énormément de roses dessus. Le sureau, c'est pareil. Donc, un arbuste avec beaucoup de fleurs. Si vous voulez regarder à l'intérieur sur Google pour vraiment voir la fleur, etc., vous pouvez, mais... Ah ouais, à Nantes, c'est fané déjà. Oui, bah oui. C'est une fleur qui est assez éphémère en fait. C'est pour ça que je profitais vraiment de la saison, de l'occasion pour vous dire de les cueillir tant qu'il était temps. Mais c'est pas grave, après vous aurez les baies noires et là vous pouvez vous régaler à faire un sirop. La cigue peut être confuse, faire attention. Okay. Les tiges sont vertes ou rouges, les tiges sont vertes. Donc la lavande. Alors la lavande, c'est aussi une de mes plantes chouchou parce qu'elle a énormément de propriétés. Et notamment sur tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est détente, et que ce soit en huile essentielle ou en tisane. Et en plus, ça donne un très bon goût aux tisanes. Donc on peut les utiliser pour à la fois les flatulences, indigestion, colites, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau de la sphère digestive. C'est aussi un diurétique, un nettoyeur, un antispasmodique pour l'asthme, et un sédatif du système nerveux, de toutes les formes du stress. Alors, en fait, il y a 3 niveaux de stress. Il y a le premier qui est les petites alarmes. Ensuite, il y a le second qui est un stress qui devient chronique. Et puis après, il y a le carrément chronique et destructeur. Et donc, sur toutes les formes de stress, souvent les plantes, elles agissent sur une en particulier. Donc, il faut regarder si on en est au niveau destructeur ou si on est à la phase de départ, parce qu'on ne va pas agir de la même façon. La lavande, elle est capable de s'adapter à toutes les formes de stress. Elle agit de façon intelligente pour le réduire, peu importe son niveau. Donc ça, c'est vachement intéressant. Elle a des vertus aussi hypotenseurs. Et elle a des vertus aussi pour les dermatoses infectieuses, à la fois antiseptiques, cicatrisantes. Donc en usage externe, bactéricide, antiseptique et cicatrisante, c'est pourquoi je vous conseillais de l'associer tout à l'heure au plantain. Donc toutes les huiles essentielles, je vous ai mis une petite nota bene là, ont les mêmes propriétés que la plante et d'autres parfois en plus. Elles s'utilisent à forte dose sur une courte durée, surtout pas en cure longue, parce que les huiles essentielles, c'est vraiment pas anodin et c'est très puissant. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est aussi un fongicide, par exemple, quand on l'utilise dans des soins pour les pieds, ça va éviter de attraper des verrues, des mycoses à la piscine, par exemple. On l'utilise traditionnellement dans les armoires, la fleur séchée, parce qu'elle repousse les... Mince, c'est les mythes. Donc,
vraiment, elle repousse les mauvais insectes et elle permet de bien apaiser et aussi cicatriser en usage externe. La lavande en lotion aussi est utilisée souvent pour sa qualité antiseptique au niveau de la peau et sa qualité astringente, assainissante. Donc on va l'utiliser pour une peau, par exemple, acnéique, une peau imperfection en lotion, pour dire de l'assainir. Alors la lavande, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. En huile essentielle, il y en a plein de sortes. Il y a le lavandin, il y a la lavande aspic, la lavande vraie, la lavande fine. Les prix sont tout à fait variables également. Ce que je peux vous dire, c'est que la lavande aspic, c'est mémotechnique pour les piqûres d'insectes. La lavande aspic, c'est pique, donc c'est apaisant et antiseptique, réparateur. Et la lavande fine, la lavande vraie, c'est plutôt tout ce qu'on a vu là. Le système nerveux, antispasmodique, antiseptique, diurétique, etc. Alors, la passiflore, vous en avez certainement peut-être entendu parler déjà. On l'utilise beaucoup en complément dans les compléments alimentaires pour les insomnies, en complément de la mélatonine, par exemple. Donc la passiflore, en fait, elle va agir sur tout ce qui est détente nerveuse. Donc, vous voyez, antispasmodique, asthme, palpitations, hypertension, tout ce qui est comme ça, les personnes très nerveuses au niveau comportemental, vous voyez, qui ont du mal à dormir, qui sont tout le temps dans cette espèce d'énergie active, mais qui peut leur jouer des tours parce qu'elles affaiblissent leur système nerveux, elles le sursollicitent. Donc ça va vraiment permettre d'apaiser. Et aussi pour les hyperémotifs. C'est un tranquillisant qui a le gros avantage d'être sans accoutumance et un analgésique pour les règles douloureuses, migraines et céphalées. C'est plus la fleur, les parties aériennes qui sont utilisées en passiflore. Les autres huiles de lavande, autres que aspic, il y a l'huile lavande fine et lavande vraie. Infusez à peine car c'est très fort, en mettre peu aussi. Oui, ça c'est vraiment, je vous dis, l'usage qui va vous permettre de doser et de faire en fonction de vos besoins. Principe actif majeur de la lavande, essence jusqu'à 3%, coumarine, tanin, flavonoïdes. Encore les mêmes. Propriétés essentielles en interne, cholérétique comme beaucoup de l'amiacée, flatulence, indigestion colique, diurétique, antispasmodique, soulage les contractions musculaires, asthme, sédatif du système nerveux, nervosité, insomnie nerveuse, maux de tête, dépression, nervorisme, crampes, antidépresseurs, hypotenseur, cardialgie, tachycardie, dermatose infectieuse, crampes, ulcères variqueux, stupéfiant à haute dose. La lavande, ah ouais. Usage externe, bactéricide, antiseptique, cicatrisant. Donc, huile essentielle de lavande vraie, huile essentielle antispasmodique puissante, calmante, sédative, décontractant musculaire, hypotensive, anti-inflammatoire, antalgique, anti-infectieuse, tonique, cardiotonique, cicatrisante, anticoagulante, fluidifiante. Le lavandin, je vous dis vite, hein, mais bon, vous pourrez relire la vidéo. Le lavandin antimicrobienne, bactéricide, fongicide, tonique, neurotonique, anticataral, expectorante, cicatrisante, utile pour les piqûres d'insectes. Remède de l'entérocolite infectieuse, rhinopharyngite, bronchite, asthénie, souvent utilisé pour purifier l'atmosphère avec le pin et l'eucalyptus. La lavande aspic, anticatarale, expectorante, anti-infectieuse, viricide, fongicide, antalgique, tonique générale, remède de rhinite, trachéite, bronchite virale, toux quinteuse, acné suintant, mycose, entérocolite virale, rhumatisme, polyarthrite rhumatoïde, névrite, asthénie,
excellente sur brûlure pour la douleur et la cicatrisation, et notamment les piqûres d'insectes. L'huile essentielle de lavandula stoecas, stoechadé. Je ne l'ai pas trop vue celle-là. Mais c'est normal, elle est neurotoxique à forte dose. Donc celle-là, on va pas parler. Donc voilà, la passiflore pour la détente, la tranquillité, encore plus que la lavande. Enfin, c'est tout à fait différent. Vous voyez bien, la lavande, c'est vraiment pour agir sur le système nerveux. La passiflore, c'est vraiment émotionnel pour les dépressions, quoi. Et l'ortie piquante, ma chouchou, ma chérie, l'ortie. L'ortie, c'est une plante qui va être très très riche en beaucoup de minéraux, notamment le calcium. C'est une des plantes les plus riches en calcium. Donc certes, il n'y a que 25% de calcium par rapport à du lait, qui va en comprendre 75%, mais en revanche, sur ces 25% de calcium, la totalité va être absorbée par la présence des autres vitamines qu'il y a autour et par sa biodisponibilité. Alors que dans le lait de vache industriel, la pasteurisation, la richesse en hormones, tout ça fait que, en fait, ça va être un lait dont le calcium ne va pas être assimilé du tout à 75%, il va être assimilé peut-être à 20%, et en plus, il est acidifiant de par la pasteurisation et riche en déchets, puisque les hormones qui sont pour le veau et qu'on ingère vont être gérées comme des déchets dans l'organisme et stockés dans l'organisme et pas évacués. Et du coup, ça crée des problèmes qu'on connaît aujourd'hui, notamment tous les problèmes d'hormones qu'on peut connaître. Notamment, hein, c'est pas la seule responsable, mais bon, ça fait partie. Donc, le lait de vache pasteurisée, il va être acidifiant après digestion. Et quand quelque chose est acidifiant, on va devoir prélever dans nos minéraux basiques, alcalins, pour contrer ça et pour l'éliminer. Donc, vous vous rendez compte que dans les 20% de calcium qui aurait dû être assimilé, il y en a une partie qui va être utilisée pour enlever l'acidité. Du coup, c'est contre-productif. Donc, l'ortie peut être tout à fait une parade pour apporter du calcium, notamment aux enfants. Moi, ce que je fais, c'est que je fais sécher les feuilles d'ortie. Donc, quand elles ne sont pas encore fleuries, et seulement les 6 premières feuilles. On les coupe, on les rince, on les fait sécher comme je vous ai montré tout à l'heure. Et une fois qu'elles sont sèches, moi, je les broie en poudre. Elles n'ont pas du tout le pouvoir urticant, elles n'ont pas de goût, comme ça, en poudre dans un petit bocal en verre. Et donc, je l'associe à tout, à la vinaigrette, au purée, sur les haricots verts, pardon. Mais après la cuisson, ou directement sur les salades, ou même dans les purées. Hein. On peut faire une purée de pommes. Moi, j'aime bien faire des purées de pommes crues et je mets de l'ortie dedans, ça n'a pas de goût. Ça rajoute du verre. Et puis, du coup, on apporte beaucoup de calcium. Il y a aussi du magnésium dedans, du silicium, du potassium, de la vitamine A, de la chlorophylle, du bêta-carotène, des vitamines B2, B5, B6, des vitamines C, des vitamines E, des acides aminés, du cuivre, du zinc, du manganèse, du soufre. Donc, très, 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 très riche. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est une des plus riches en calcium avec la prêle, si bien que pour l'ostéoporose, on conseille des compléments alimentaires d'ortie, des gélules d'ortie, de feuilles d'ortie du coup, à prendre pour recomposer l'os. Ça fait partie du traitement. Donc, pourquoi s'en priver au quotidien? Je vous le demande. Moi, ça fait partie vraiment de mon basique quotidien. Et puis, son action reminéralisante, du coup, nous permet de neutraliser l'acidité, permet de tout construire de façon optimale, les dents, la peau, les os, les cheveux, etc. Ça agit sur une bonne qualité de système nerveux, parce que le système nerveux est affaibli à cause de l'acidité. C'est un drainant naturel très doux, donc c'est un petit peu diurétique dépuratif, anti-rhumatismal aussi du coup, évidemment, si on enlève l'acidité, on enlève l'inflammation, donc on enlève les rhumatismes. Hémostatique, antidiarrhéique, antidiabétique, anti-inflammatoire,
les problèmes de peau, antidépresseurs par la reminéralisation. Donc, c'est ce que je vous disais, on peut la faire sécher, la réduire en poudre pour l'ajouter à tout. Et je la mets aussi dans les tisanes, parce que ça n'a pas de goût non plus. Et puis, je la mets avec le romarin, la menthe, par exemple. C'est mon trio de choc actuellement. Alors, Virginie, 6 premières feuilles du pied ou de la tête? Alors, à votre avis, du coup, par rapport à ce que j'ai dit, on prend plutôt quoi? De la plante, la jeune pousse de l'année. Donc, on va toujours prendre ce qu'il y a au bout, les feuilles tendres qui viennent juste de naître et qui sont très riches en éléments minéraux, vitamines, etc. Parce que c'est en construction. Du coup, la plante envoie énormément à ces jeunes pousses pour qu'elles se développent. Donc plutôt la tête, donc ce qu'on voit sur la photo là, mais non fleurie. Et donc le fait de couper régulièrement la tête et de faire sécher les plantes, ou de les utiliser directement, on peut les utiliser aussi dans l'alimentation comme les épinards. On peut faire des quiches avec l'ortie, on peut faire, ou avec les épinards, pour ajouter de la matière si vous n'en avez pas assez. Ça n'ajoute quasiment pas de goût. On va bien avoir le goût de l'épinard et puis on va avoir l'ortie qui a toutes ces richesses à côté. Donc bien sûr, du coup, il n'y aura plus les vitamines sur les puits. Il y aura toujours les minéraux. Donc, d'ailleurs, sur mon site www.paraplusc.com, paraplusc.com, je vais vous le mettre. Bon, le côté professionnel est à revoir parce que j'ai modifié mon activité depuis, mais j'ai une partie blog où j'ai toutes des recettes végétales. Donc pour permettre au plus grand nombre, encore une fois, d'avoir 2 recettes au quotidien qui plaisent à la fois aux enfants, aux adultes, aux invités. Des recettes qui sont très gourmandes, qui sont à base de beaucoup de végétaux, puisque si on apporte beaucoup de végétaux, on apporte beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Et donc, on évite tous les problèmes en fait, de santé. Avec la gestion émotionnelle, bien sûr. Donc on peut prendre des feuilles fraîches pour infusion. Oui, bien sûr, c'est juste que ça pique un peu. Petite astuce, c'est de les tremper dans de l'eau un peu chaude pour les laver quand vous les rincez. Mettez dans de l'eau un peu chaude, ça enlève le pouvoir urticant. Donc ça pique plus. Ne pas confondre avec le lanier blanc, qui est exactement pareil, c'est de l'ortie, mais avec des fleurs blanches. Là, c'est l'ortie, avec l'ortie piquante, c'est l'ortie avec les fleurs vertes. Les fleurs vertes, ça veut dire que c'est de l'ortie urticante. Vous pouvez trouver de l'ortie piquante qui ressemble exactement de la même façon, mais qui a des fleurs blanches, des petites clochettes blanches. Vous pouvez toucher, c'est tout doux, ce n'est pas du tout urticant. Et donc là, ça n'a pas du tout les mêmes propriétés, le lamier blanc, par rapport à l'ortie piquante verte. Bon, bah, ça va quand même être reminéralisant, parce que vous aurez compris que toutes ces plantes sont riches, mais ça n'avait pas les mêmes propriétés que l'ortie urticante, l'ortie verte. Donc ensuite, nous avons la marjolaine des jardins, que j'ai aussi dans mon jardin et qui est utilisée pour les plats. On peut couper, ça sent très bon, ça sent vraiment comme les herbes de Provence. On peut la couper et l'utiliser directement dans les plats. Et en tisane, elle a des propriétés antispasmodiques, stomachiques et toniques digestives, calmantes générales, antispasmodiques respiratoires et agit sur le système nerveux, anxiété, insomnie, migraine. Vous avez vu que les plantes aromatiques agissent beaucoup aussi sur à la fois le nettoyage et le système nerveux. Alors l'olivier, moi j'en ai aussi, malgré qu'on soit en Normandie. Les feuilles d'olivier sont utilisées, il faut vraiment retenir surtout le côté hypoglycémiant, c'est-à-dire que ça va enlever le sucre du sang, et donc pour le diabète, c'est très intéressant. Sinon, c'est un hypotenseur léger, vasodilatateur périphérique. Pour ceux qui font de l'hypertension, ça peut permettre de baisser un peu la tension. Hypoglycémant, donc pour les problèmes de diabète. Diurétique, notamment pour les cystites, mais bon, il y a d'autres choses qui sont encore plus efficaces pour les cystites, comme la bruyère, la busserole, l'aubier du tilleul, par exemple. Et pour l'artériosclérose, ça c'est les plaques d'athérome dans les artères.
qui peut provoquer les problèmes cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, etc. Donc, ça enlève les plaques d'athérome dans les artères pour fluidifier tout ça, améliorer la qualité de la circulation. Vous pouvez retenir que ça améliore la qualité du sang, encore une fois, si on veut généraliser, à la fois au niveau des sucres et au niveau des corps gras, et la qualité des vaisseaux aussi. Mais sans être hypertenseur périphérique. Vous voyez, pour tout ce qui est varices, etc., ça ne va pas être très indiqué, puisque ça vasodilate les vaisseaux périphériques. Par contre, pour ceux qui font de l'hypertension et qui ont des problèmes cardiovasculaires, ça peut être super intéressant. Et du diabète, par exemple. Et voilà, nous avons fini. Youp. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Bon, c'est déjà très complet. Hein. Je pense qu'à voir et à revoir, on va pouvoir se réapproprier certaines informations. Mais j'aimerais avoir votre ressenti sur l'apport que ça vous a apporté. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Sur quoi vous voulez approfondir? Ouais, c'est passé vite, mais c'est vrai qu'on a mis, ça fait 1h30 quand même. Oui, technique de séchage. J'écoute. L'endroit de séchage. Alors, moi, j'ai commandé à mon chéri, par exemple, un séchoir. Vous savez comme on faisait avant, c'est-à-dire des planches en bois avec une petite moustiquaire, des planches en bois, une moustiquaire, des planches en bois. Comme ça aère, ça évite que des limaces ou quoi viennent sur les plantes et ça permet de sécher. Et moi, je le fais plutôt à l'intérieur. Mais j'ai un taux d'hygrométrie très bas dans ma maison. Donc ça, c'est intéressant. Après, ça dépend de la région où vous êtes. L'idée, c'est de le mettre dans un endroit qui est assez sec, pas trop ensoleillé et pas trop chaud. Voilà, à température ambiante, à 20 degrés, 25 degrés, et que ce soit bien aéré, qu'il n'y ait pas, quand vous les avez nettoyés, vous les avez rincés, il faut bien les essorer pour que l'eau ne puisse pas faire pourrir la plante, que ça puisse sécher vraiment, se déshydrater tranquillement, en gardant toutes ses propriétés. Oui, pourquoi pas sur du sopalin. Après, il faut que le sopalin soit non traité, blanchi avec des produits chimiques. Enfin, vous voyez, après, c'est ça, que ce soit sur des matières saines. Sur linge, pourquoi pas. Moi, je mets dans des cagettes en bois. Une cagette en bois avec du papier de cuisson, là, par exemple, du papier, ouais, papier de cuisson, et puis je me le fous comme ça. Mais je vous en prie, Odile. Oui, alors je vais faire des ateliers prochainement. J'ai vraiment envie de faire des ateliers sur un peu plein de sujets. Pourquoi pas cueillette? Oui, parce que de toute façon, ça va être, je vais la proposer à mes stagiaires de la formation. Des stages de cueillette justement dans le jardin et de cuisine autour de ces plantes-là, ouais, c'est clair. Après, je vais aussi proposer des ateliers sur le jardin, le jardinage, parce que il y a des gens qui n'osent pas se lancer alors que c'est simple. En fait, j'ai envie de montrer à travers les ateliers qu'à la fois c'est simple, c'est ludique, c'est accessible à tous. Et du coup, je pense que de voir les choses, ça permet de se les approprier plus facilement et de pouvoir les appliquer. Donc j'ai envie de faire des ateliers de ça et des ateliers de cuisine parce que on mange quand même 3 fois par jour et plus on mange de qualité, plus on agit aussi sur sa santé positivement. Séchage dans le noir ou pas, peu importe, du moment que c'est pas en plein soleil. La lumière ne va pas altérer pendant les 2 jours de séchage les propriétés de la plante. Par contre, si c'est en plein soleil, ça peut. Mais après, le noir ne va rien apporter de plus. Dans la conservation, au long terme, oui.
éviter que ce soit à la lumière. Oui, c'est ça. Moi, alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut dire que j'ai 3 activités là, en ce moment. Je suis très à l'écoute de ce que je dois faire au moment, de toute façon. Donc là, au moment, j'ai la première chose, j'ai créé une formation en ligne qui permet de devenir conseiller en naturopathie en 2 mois. Donc, on a tous les cours en vidéo que j'ai fait avec les stagiaires précédents, que j'ai enregistrés et que j'ai mis sur la plateforme. Il y a des vidéos que moi je fais sous format 15-20 minutes pour que ce soit facile à regarder quand on veut et dont on peut télécharger l'audio si on se déplace pour écouter quand on promène ou quand on va au travail. Chaque semaine, il y a un QCM à remplir pour valider les connaissances et il y a une vidéo en direct comme ça chaque semaine pendant 1 heure pour qu'on discute ensemble des questions que vous avez, des incompréhensions que vous avez par rapport à la formation, des cours, etc. Et à la fin, vous avez un certificat de formation de conseiller en naturopathie. Donc l'objectif, c'est de pouvoir, c'est une formation professionnalisante, c'est de pouvoir travailler en tant que conseiller en naturopathie. Donc j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes en transition professionnelle actuellement. Donc j'ai 2 activités par rapport à ça. La première, c'est que la formation en naturopathie que je propose, conseiller, peut être une formation praticien en naturopathie où on accompagne avec Laurence, qui est professionnelle plus de l'entreprise et qui va, en fait, ensemble, on va aider à créer une entreprise pérenne par rapport à votre personnalité autour du métier de la naturopathie. Donc en fait, on va voir ensemble quelle est votre personnalité, quel est votre objectif, comment vous voulez vous organiser, comment vous voyez votre métier dans l'avenir et on va vous aider à le construire du coup en 4 mois, donc 2 mois la formation naturopathie et 2 mois l'accompagnement personnalisé pour créer vraiment le métier qui vous correspond, qui vous colle à la peau et où vous allez pouvoir valoriser votre personnalité. Et du coup, je crois qu'on attire les gens qui ont besoin de nous et dont on a besoin. Vous voyez, il y a cette histoire de quand on est authentique, il y a des échanges vrais qui se font. Moi, je le vis pleinement tous les jours. Et du coup, je veux aider les personnes qui le souhaitent à avoir cette réussite-là, en fait. Cette réussite dite nouveau monde. Je l'appelle comme ça, parce que la réussite, c'est plus gagner 10 000 euros par jour. Je crois qu'on a compris que c'était pas ça la source du plaisir, du bonheur, mais que c'était gagner suffisamment d'argent pour être heureux, gagner sa vie comme on le souhaite, en accord avec soi-même, en accord avec ses besoins, et en préservant une vie privée, en travaillant sans subir, sans se faire souffrir, parce que c'est plus comme ça aujourd'hui le travail, et en s'épanouissant, en aidant les autres, en respectant ses valeurs. Donc on voit ensemble vos valeurs et on construit votre business autour de ça. Et la troisième offre, c'est pour les personnes justement qui ressentent cette transition planétaire qui est en train de se faire, qui ressentent ces changements aussi qui se font en interne. Ça peut être des maux, ça peut être des obstacles, ça peut être des souffrances au quotidien, un entourage qui change. Rien ne va plus, quoi. Rien ne va plus comme avant. On a envie de s'attacher à avant parce qu'avant c'était bien et là tout est en train de changer, mais tout est en train de changer pour le mieux. Tout est en train de changer pour justement apprendre à se connaître, euh, pour retrouver son identité, pour fonctionner selon ses valeurs. Et donc la vie essaye de vous faire comprendre qui vous êtes et vers ce quoi vous devez aller. Et des fois, on n'a pas envie de l'entendre. Donc moi, j'aide ces personnes-là à être en accord avec ce qu'elles vivent, en accord avec ce qu'elles sont, découvrir avec elles qui elles sont, parce que des fois, on a du mal à se poser aussi les bonnes questions et avoir la bonne réflexion par rapport à tout ce qui se passe. Et donc moi, je vous aide à ne pas être en mode victime, mais en mode reprendre le lead de tout ce qui se passe et en mode créateur de sa vie, en fait.
Et donc, je propose aussi des accompagnements comme ça personnalisés pour vous aider à vivre mieux cette transition et pour aller vers qui vous méritez d'être, pour aller vers ce que la vie vous porte à être, c'est-à-dire faire briller votre joyau, quoi. Voilà. Donc ça me porte et je fais ça actuellement et ça m'enrichit énormément. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est je vais vous mettre le lien Calendly. Donc en fait, c'est mon agenda planifié. Et donc, vous pourrez cliquer sur ce lien et prendre rendez-vous avec moi. Donc j'ai prévu 45 minutes. Mais si vous avez envie de me parler de vous, de ce que vous vivez, des projets, ce rendez-vous est gratuit. C'est 45 minutes que je vous offre vraiment pour vous aider à clarifier votre situation et à être en paix avec elle et à savoir ce que ça veut dire peut-être et vers ce quoi vous allez si vous avez des problématiques. Donc, et ça peut être aussi voir comment on peut travailler ensemble par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, je vais vous mettre le lien et comme ça, on sera libre d'échanger vraiment de personne à personne, de vous à moi. Moi, je suis très transparente par rapport à ce que je fais ici, ce que j'ai envie de vous offrir. Et du coup, voilà, je vous offre ça. Donc, je vous remercie en tout cas beaucoup de votre présence aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je continue à partager beaucoup de contenu comme ça parce que j'ai envie de donner l'accès à un maximum de personnes à ces infos. Et puis, je vous tiens au courant de la suite. N'hésitez pas à venir discuter avec moi aussi en perso sur Messenger pour selon ce que vous sentez. Je suis ouverte à tout. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, parce qu'il va être bientôt l'heure de manger, une bonne journée, et puis je vous dis à très très bientôt.